Allez, bonjour à toutes et tous. On se retrouve dans le podcast de Ferrari, mercredi le 11 juillet. Mercredi 11 juillet. Ça y est, l'été est bien entamé, là, c'est kiffant. C'est kiffant. Aujourd'hui, tranquille encore, on va répondre à la question de Mathis Granet. C'est la deuxième pour Mathis, hein, quel homme chanceux, qui demandait un petit peu quels sont les métiers dans le trail, tu vois, est-ce qu'on peut vivre d'un métier qui entoure le trail, etc. Là où beaucoup vont vouloir voir des athlètes professionnels qui existent, hein, puisqu'il y en a qui gagnent tellement d'argent par les marques que s'ils ne sont pas professionnels, je ne comprends pas pourquoi ils conservent un travail à côté, hormis peut-être pour voir des amis, je ne sais pas. Mais au-delà de l'athlète professionnel, en fait, si tu veux, tout autour du trail, il y a forcément une foule de métiers qui sont tout à fait nobles, hein, attention. Alors on va commencer avec une première partie, je vais l'appeler la partie prestataire. Donc si normalement t'as déjà fait des courses, hein, si tu m'écoutes, ou alors t'es tombé là-dessus au hasard, tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il se raconte ce mec-là. Donc voilà, si t'es allé sur une course, déjà, une fois que t'as fini la course, tu es allé voir ton classement. Ton classement, c'est un chronométreur qui l'a fait. Et bien ce chronométreur est un prestataire, c'est-à-dire que l'organisateur a fait appel à une entreprise X ou Y, puisqu'il y en a vraiment énormément, pour chronométrer sa course avec tout un panel de demandes. Est-ce que je chronomètre seulement l'arrivée? Est-ce que je mets des points de passage? Est-ce que je fais un live? Etc. etc. Donc, suivant ce que veut l'organisateur, il va prendre telle ou telle entreprise de chronométrage. Donc, bon, celle qui est bien connue, c'est Live-Try, forcément. Après, dans la région Savoie-Haute-Savoie, on a beaucoup El Chrono. Plutôt en Auvergne, il y a Sportips. Bon, voilà, il y en a quand même énormément. Beaucoup travaillent très très bien. C'est vraiment un plaisir d'être avec eux. Et donc voilà, quand vous êtes organisateur d'une course, soit vous avez la chance, comme au Grand Raid 6666 d'Antoine Guillon, d'avoir un petit peu le chronométreur maison et une application qui a été développée par la troupe de bénévoles. Bah, c'est complètement hallucinant ce qu'ils ont fait, hein. Franchement, c'est un travail de fou. Soit dans 95% des cas, vous faites appel à un prestataire, à un chronométreur professionnel. Donc qui vient sur l'événement et qui est là tout au long. Voilà, en général, il gère aussi les dossards, les inscriptions en ligne, tout ça. Donc voilà, vous avez ce métier de chronométreur. Donc là, quels sont les avantages et les inconvénients, grosso modo, pour le faire en 2 secondes. Le gros inconvénient, je trouve, c'est la quantité astronomique de matériel. Dès que tu veux avoir un petit peu de robuste... Alors après, tu peux travailler comme un cochon, hein, ça tu peux toujours faire, hein. Mais quand il faut que ce soit carré, il faut du matos. Énormément de matos. Le matos, ça se remplace. Pas chaque année, mais presque. Ça coûte cher, donc t'as pas mal de frais. Et le matos, quand t'arrives sur une manifestation, ça s'installe et ça se désinstalle, hein, tu vois, quand à l'arrivée il y a un tapis et 6 antennes, ça s'est pas arrivé en claquant des doigts, hein, tu vois, il y a eu un truc quelque part il y a quelqu'un qui a mis des gants et qui les a installés, hein, tu vois, et ça c'est le chronométreur. Et si le départ était à 4 heures, sache qu'à 2h30 il a commencé son boulot, lui. Voilà. Donc, hein, c'est quand même difficile, il y a toute cette gestion du matériel. Après, il y a la gestion informatique. Bon, là, t'as 2 options, soit t'es une tête et tu crées ton interface toi-même, mais là c'est pas avec un CAP informatique que tu vas y arriver, hein, faut quand même un peu toucher ta bille, faut s'être creuser un peu la soupière, soit tu rachètes les droits sur une plateforme déjà existante, je crois que ça se fait avec Race Result par exemple. Mais voilà, là encore, tu vois, il y a un boulot matériel conséquent et un boulot informatique conséquent, donc c'est vraiment dur. C'est pour ça que les frais du chronométreur sont assez élevés. C'est une prestation qui est assez élevée quand même, mais à un moment donné, voilà, ça a un prix, hein, forcément. Donc, chronométreur, attention, hein, il y a beaucoup de matériel, un aspect informatique non négligeable, tu es focus tout au long de la journée, puisqu'on va t'amener des abandons qu'il va falloir répertorier sur ton logiciel. On va t'amener des inscriptions de dernière minute à 1 minute du départ, ou alors après le départ même, on a déjà tout vu. Voilà, il faut que tu attendes jusqu'au dernier coureur pour tout débrancher. Enfin voilà, c'est très très long, ça prend vraiment l'amplitude horaire est maximale.
Et puis une fois que t'es chez toi, bah, il faut préparer la course du week-end d'après, tout ce qui est préparation de puces, de dossards, etc. Donc c'est un métier qui est vraiment, au-delà d'être énergivore, il y a aussi un aspect matériel à prendre en compte. Et c'est un métier, je pense, il faut être quand même vraiment passionné. Il faut vraiment aimer ça. Je pense qu'il faut vraiment chérir ton application, tu vois, la développer toi-même, lui ajouter des petites touches de temps en temps pour vraiment que ce soit un petit peu ton bébé, que tu sois passionné par ça. Parce que si tu vas juste comme ça, tu vois, c'est pas un métier de fonctionnaire où t'es là derrière un bureau dans l'administration, t'as un dossier qui arrive, tu t'en bats les couilles, tu mets oui, non, tu t'en fous, de toute façon à 16h30 t'es parti. Non, non, là voilà, faut être passionné. Prestataire numéro 2, donc t'es sur une course, le chrono, voilà, ça te paraît évident. Au départ, il y a un mec avec un micro, tu vois. Ça aussi, très souvent, t'entends un mec avec un micro, lors des arrivées aussi, les podiums, tout ça. Là encore, dans 90% du temps, c'est un gars qui est payé. Tu vois, c'est par exemple moi. C'est le speaker. Donc le speaker, bon, t'en as toujours un ou deux qui va faire ça bénévolement. En général, c'est très mauvais. Puisque forcément le bénévole n'a pas l'implication du professionnel vu qu'il n'est pas payé, tu vois. S'il fait une erreur, on peut pas lui en vouloir, il est bénévole. Alors que le mec payé, s'il fait une erreur, on lui dit bah écoute, tu me fais une ristourne de 100 € ou même s'il fait une grosse connerie, bon bah je te paye pas quoi. Donc le professionnel est forcément plus impliqué. D'où l'importance de prendre un chronométreur professionnel, un speaker professionnel, enfin même les autres prestataires. Quand vous voulez organiser une course de manière carrée, bon, c'est quand même bien de mettre les formes. Donc le speaker, si tu veux, gros avantage par rapport au chronométreur, pas de matériel. À la limite, tes speakers, tu peux avoir un petit bout de sono pour dépanner de temps en temps, mais ça ne te demandera jamais autant d'entretien et d'installation qu'un chronométreur. Tu vois, au max, t'es à un tiers du chrono en gestion de matos. Speaker, bah après par contre ça te prend autant de temps que le chronométreur, hein, parce que tu vas donner les départs et tu vas rester jusqu'à l'arrivée du dernier en principe. Sauf si tu es un goujat. Mais en général on aime bien faire une petite aide d'honneur au dernier. Et puis au départ tu vas pas venir juste avant dire les gars vous êtes prêts 1, 2, 3, allez-y, poum. Non, ça c'est nul. Il y en a qui le font, mais c'est nul. Non, le speaker, tu vois, faut qu'il soit là, je sais pas, une heure, une demi-heure avant, tu vois, entre une heure et une demi-heure avant, pour distribuer tout un tas d'informations sur la course. Où sont les ravitaillements, rappeler un petit peu le profil, est-ce qu'on a des favoris, les records de l'an passé, voilà, des petites choses remarquables comme ça avant la course, ça fait toujours plaisir. Donc le métier de speaker est assez chronophage aussi le week-end, et puis, puisque comme le chrono tu es là tout le temps, et puis par contre, le chronométreur, tu vois, il est à côté de la ligne, sur son PC. Bon, il a des choses à faire toute la journée, mais c'est un travail assez personnel. Tu vois, en général, il est quand même relativement tranquille et dans sa bulle, même si pas mal de bénévoles ou de coureurs viennent lui demander des conneries de temps en temps. Genre, vous pouvez me dire à quelle place je suis, alors que les trucs sont affichés à côté. Bon, voilà. Alors que le speaker, si tu veux, c'est un peu l'attraction. Il est sur la ligne, enfin du moins pas très loin. Tout le monde le regarde, ou quasiment. Tout le monde l'écoute, ou quasiment. Par exemple, dès qu'un coureur arrive, il y a toujours un spectateur qui va dire « il y en a un qui arrive !» Oui, c'est bon, on l'a vu, calmez-vous. C'est pas John Rambo, on va pas égorger une biche parce qu'il y a un coureur qui arrive. Voilà, c'est bon, on va l'accueillir calmement, détendez-vous. Donc vous êtes toujours sous le feu des projecteurs quand vous êtes speaker. Par exemple, il y a des arrivées, tu vois, les hommes arrivent, puis la première dame est dans le top 10, elle arrive. Et tu dis, ah, c'est la première dame qui arrive. Puis manque de bol, il y avait un homme qui l'avait doublé, c'est Robert qui arrive. Bon, bah là, tu passes pour un con, quoi. Voilà. Donc tu vois un petit peu cette responsabilité que t'as. Pareil, tu fais les podiums, t'oublies une catégorie, bon bah tout de suite t'as les mecs qui viennent râler, c'est normal. Mais voilà, tu vois, speaker, si tu veux, t'es un peu le pare-feu entre l'équipe d'organisation et les gens qui viennent sur la course. C'est-à-dire les gens pensent que c'est toi. C'est toi qui connais tout. Donc ils viennent te demander à toi. En fait, t'as un micro dans les mains, tu attires les questions tout de suite. Oh, c'est pas dérangeant, hein. Moi, très souvent, je suis extrêmement bien renseigné sur les courses, donc je réponds aux gens. Mais, mais à la base, si t'as pas préparé la course la semaine, tu ne connais rien, puisque t'es pas dans l'organisation. Donc speaker, ça demande quand même une certaine responsabilité tout au long de la manifestation.
Pareil, quand ta coureur vient te demander où sont les douches, si tu lui réponds je sais pas, ça la fout mal, quoi. Donc voilà, faut un minimum, faut être impliqué tout au long de la journée. Pareil, quand le premier va arriver, voilà, faut essayer de choper la radio de l'organisateur pour savoir s'il a pas passé le croisement juste avant. Enfin, tout au long de la journée, il y a des trucs à penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc speaker, en résumé, c'est cool parce que t'as pas de matos ou presque, si tu fais le choix d'avoir une petite sono. Par contre, voilà, c'est quand même des journées où t'es 100% concentré et bien focus, donc et puis voilà, il faut que tu parles tout le temps, donc ou quasiment. Donc si c'est pas inné, ça peut pas trop s'apprendre. C'est quand même un métier. Si tu veux, tu passes pas un baccalauréat speaker, hein, tu passes un baccalauréat option mathématiques, hein, mais pas ça. Donc c'est soit c'est une vocation et tu y arrives bien, soit zombie. Donc chronométreur, speaker. Après on a aussi le sonorisateur, parce que c'est vrai que souvent on dit ouais le speaker vient avec sa sono. Bon, sachez-le, c'est pas terrible parce que du coup il doit gérer et ce qu'il est en train de dire et un système de sonorisation, voir si la playlist est bien enclenchée, la musique du départ, enfin machin, tout ça, régler le volume suivant qui l'interview. Donc il faut 4 bras, le speaker en a 2, c'est globalement impossible et il y a toujours des ratés. C'est pour ça que j'insiste tout le temps, prenez un sonorisateur. Alors le sonorisateur, c'est un mec qui va arriver le matin avec son camion, puis dedans il y a plein d'enceintes, voilà, d'amplis, table de mixage, micro HF, micro oreille, enfin tout ce que tu veux. Le sonorisateur, c'est celui qui a tout l'équipement du son, câble électrique et tout. C'est le mec, il vient avant la manifestation, boum, il branche tout. Alors ça lui demande beaucoup d'installation, hein, parce que et puis il faut le faire très tôt, bien en amont de la compétition. Donc il est là très tôt avec son matériel, mais une fois que c'est branché, que ça fonctionne, tout au long de la journée, en général, il va pas mal glander. Il va juste écouter un petit peu, voilà, juste voir si le micro, il a encore assez de piles, tu vois, juste penser à ça. Il va écouter avant les départs quand le speaker lui fait ouais musique machin et boum ça part, tu vois. Donc le métier de sonorisateur professionnel va te demander un gros investissement au départ puisqu'il faut que tu aies un matos très conséquent. Ça va te demander de renouveler ton matos régulièrement tous les... Il y en a qui me disaient qu'ils le renouvelaient quand même tous les 2 ans, hein, donc bon après ça doit dépendre du matériel, mais voilà, faut quand même le renouveler. Mais c'est vrai qu'une fois que t'es sur la manifestation et que t'es installé, t'es relativement cool. En général, le sonorisateur demande un cachet qui se situe entre le speaker et le chronométreur. Après, ça dépend bien sûr du professionnalisme de chacun, hein. Et puis ça dépend de la manifestation. Si tu veux sonoriser une ville ou une aire d'arrivée de 30 mètres carrés, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc ça dépend forcément tout le temps. Donc sonorisateur, ça peut être un métier aussi, hein, tu vois, il suffit de se lancer, de créer sa boîte, machin, tu vois, il suffit d'y croire à un moment. Après, on a aussi quelque chose donc, qui est très connu, tu vas sur une course et puis tu vois, on te propose les photos d'après-course. Alors là, il y a un gros problème, c'est que de plus en plus souvent, il y a des photographes bénévoles, et ça nuit beaucoup aux photographes professionnels, puisque, si tu veux, le photographe bénévole, c'est un mec qui vient sur 3-4 manifestations dans l'année, voilà, il fait un album photo, il le propose en partage, puis ses photos sont pas trop dégueu, donc les gens les aiment bien, voilà, ça se passe bien. Alors que le photographe professionnel, c'est un mec qui va venir tous les week-ends, il va venir sur des courses, prendre des photos... au lever du jour, enfin n'importe où dans la montagne, il n'y a pas d'heure, donc il va faire des liaisons en voiture interminables, il va shooter tout le peloton, donc il va rester assis au même endroit, faire les mêmes photos pendant des heures et des heures. Toute la semaine, il va devoir les traiter rapidement, parce que l'organisateur veut les photos rapidement, etc. Il va devoir gérer une plateforme de vente informatique. Donc le métier de photographe, je trouve que c'est vraiment le plus ingrat possible, enfin photographe vidéaste, puisqu'il te faut énormément de matériel. C'est un matériel qui coûte cher. C'est un matériel qui, chaque année ou presque, devient obsolète, donc que tu vas sans arrêt remplacer. Et les gens ne payent pas trop pour les photos, tu vois. Ils ont du mal à payer pour des photos. Alors moi, maintenant, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que quand je participe à une course, j'achète l'album photo de tous mes passages. Déjà parce qu'en général les photos sont quand même assez bien faites, et puis pour saluer aussi leur travail parce que les mecs passent la journée dehors comme ça. Et voilà, pour moi photographe c'est aussi un métier, faut être complètement passionné, faut adorer ça parce que les conditions de travail sont très exigeantes vu que t'es dehors.
Tu vois, il fait pas toujours beau et chaud. Et puis même quand il fait beau et chaud, c'est chiant, parce que t'as trop chaud. Quand t'es... imagine-toi allongé au soleil pendant 8 heures. Bon, bah voilà. Et quand il pleut, bon, je t'en parle même pas, enfin voilà, je te fais pas un dessin. Et le renouvellement du matos qui est extrêmement pénible. Et voilà, et la gestion informatique aussi de la plateforme de vente. Enfin, voilà, c'est quand même un gros morceau, photographe vidéaste. Et c'est peut-être tu vois, c'est le 4e prestataire que je cite, c'est peut-être celui qui a le plus de concurrence. Voilà. Après, des prestataires qui sont peut-être moins dans le trail, mais qu'on voit aussi sur les courses, tu as tout ce qui est médecin secouriste. Bon, là, c'est un métier autour du trail, mais voilà, ça peut aller dans n'importe quelle autre manifestation. Après, c'est vrai que de temps en temps, je tombe sur des secouristes qui sont trailers eux aussi, donc ils se régalent sur les manifestations, et puis ils sont quasiment secouristes que sur des trails, tu vois, donc je sais pas comment ils organisent leur vie après, mais ça leur permet peut-être de faire des choses la semaine, puis le week-end, ils sont là au contact du terrain, et ça leur fait plaisir. Donc médecin secouriste, tu peux aussi te spécialiser en trail, tu vas créer ton entreprise ou ton association de secouristes en mettant, tu vois, un nom montagne, en te spécifiant sur des courses vraiment très montagneuses, en disant bah voilà, moi je mets l'accent sur la haute montagne, ou moi je mets l'accent sur les courses en littoral, enfin tu vois, un truc comme ça, tu peux te spécialiser. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est plutôt... c'est pas la première chose à laquelle on pense. Et puis ensuite, il va y avoir les métiers autour du trail, mais qui n'ont pas forcément lieu pendant les manifestations. Donc là, je pense à plusieurs choses. Je pense déjà à l'entraîneur. Devenir entraîneur. Alors, tu peux suivre une formation en STAPS. Après, je ne pense pas que ça soit... ça doit probablement être une bonne base, mais bon, tu sais, ils enseignent les mêmes choses depuis des années. À mon avis, c'est très très largement dépassé. Et après, voilà, je pense qu'il faut s'auto-former, il faut se trouver un mentor. Enfin, bon, on n'est pas là pour dire comment devenir entraîneur. Entraîneur, si tu veux, je pense que ceux qui prennent le moins cher doivent être aux alentours de 50 € par mois par athlète. Et puis en France, ça doit facilement aller à 150 €. Bon, après aux États-Unis, on est plus sur des 250 $, mais c'est un autre monde. Nous, en France, voilà, ça s'étale de 50 à 150 € par athlète, suivant ce que l'entraîneur fait. Est-ce qu'il va simplement donner des plans d'entraînement, ou est-ce qu'il va être vraiment très très disponible au téléphone? Est-ce qu'il va regarder tes watts en vélo, ta fréquence cardiaque pendant les entraînements? Enfin voilà, ça dépend de plein de choses. En tout cas, l'entraîneur, voilà, ça va être 50-150 € par tête de pipe chaque mois. Ce métier-là d'entraîneur, en fait, tu peux le pratiquer de différentes manières. Tu peux être impliqué, mais quasiment comme si tu étais le père ou la mère de ton sportif, ou tu peux être complètement détaché et balancer des plans génériques en t'en battant les couilles, tu vois. Ça... Là encore, en fait, c'est comme tous les prestataires, enfin, que j'avais cités auparavant. Vu que t'es à ton compte, voilà, tu mènes ta barque comme tu l'entends. T'as envie d'être méticuleux, professionnel, pointilleux, parce que t'adores ça, tu vois, t'as envie d'entraîner le mec, putain, pour qu'il sorte le meilleur de lui, la quintessence du truc, tu suis chaque jour ce qu'il a fait, etc. Est-ce qu'il a bien réalisé ta séance? S'il l'a pas bien réalisé, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a mal dormi? Est-ce que ceci, cela? Ou est-ce que tu te contentes le dimanche de lire son compte rendu en te disant, ouais, bon, il a fait ça, ok, ouais, bon, il l'a pas fait, bon, je m'en fous, je lui envoie quand même ça. Alors là, tu vois, il y a plusieurs façons de gérer ou non. Et donc, entraîneur, ça peut être intéressant, mais là, encore une fois, il faut avoir la fibre. Tu vois, il faut aimer ça. Il faut avoir un petit côté éducation nationale, tu vois, pour le côté j'éduque. Tu vois, je transmets un savoir. Et puis, il faut avoir un côté je me remets en question. Parce que quand ton athlète, ça fait 2 semaines qu'il n'arrive pas forcément à réaliser tes séances, c'est peut-être que tu lui envoies des conneries, tu vois. Enfin, il y a 2 options. Soit il est nul ou qu'il fait pas attention à son sommeil et à sa nutrition, soit c'est toi qui lui envoies des trucs disproportionnés. Tu vois, il y a 2 cas de figure. Après, tu peux aussi entraîner quelqu'un de nul, hein, ça se fait très bien, et du coup, il progresse pas forcément, enfin, ou du moins très lentement. Bon, là, il faut pas s'inquiéter. Et voilà, entraîneur, ça peut être une option. Après, suivant... tu vois, c'est toujours pareil. Je pense que, au lieu de te dire, je veux gagner beaucoup d'argent, il faut te dire... j'ai besoin de combien par mois pour vivre? Admettons, c'est un exemple, je suis entraîneur, j'estime que mon travail mérite 100 € de la part d'un athlète chaque mois. Ça veut dire qu'avec 10 €, j'ai 1000 € par mois.
Est-ce que ces 1 000 € par mois sont suffisants? Oui, non, voilà, tu vois. Parce que si je suis un entraîneur et que je te demande 100 € par mois pour t'entraîner, tu te doutes bien que quand même je vais m'impliquer un petit peu dans ta vie. Donc ça va me demander du temps. Si c'est pas suffisant, au lieu d'entraîner 10 personnes, j'entraîne 15 personnes et puis ça me prendra plus de temps. Si c'est pas suffisant, au lieu d'entraîner 15 personnes, j'entraîne 20 personnes et puis ça me prendra plus de temps, tu vois. Donc pareil, tu vois, combien j'ai besoin de gagner par mois? Est-ce que du coup ça peut me suffire, tu vois? Pareil quand tu vois par exemple un chronométreur, combien j'ai besoin de gagner par mois? Est-ce que j'ai besoin de bosser tous les week-ends ou pas? Est-ce que je bosse tous les week-ends et je me garde un mois tranquille? Est-ce que je bosse tous les week-ends sauf un par mois? Tu vois, tu t'organises comme tu veux en fait, puisque vu que c'est des métiers où tu es forcément à ton compte, tu vas ajuster ton chiffre d'affaires à ton besoin. Après, peut-être que tu as besoin de 1 500 € par mois pour vivre, mais que pour des raisons d'investissement immobilier, etc., ou de développement de ta famille, etc., tu ne seras plus à 1 500 €, mais pendant 3 ans, tu vas te fixer la barre à 2 000. Donc dans ce cas-là, il va falloir que tu travailles un petit peu plus, ou que tu diversifies un peu plus ton activité. Allez, c'était la petite parenthèse. Je reviens au métier un petit peu autour du travail. J'ai pas parlé d'un autre prestataire, donc ce sera le 5e. C'est assez nouveau. Enfin, c'est nouveau. Du moins par rapport aux 4 autres, celui-là c'est le petit jeune. C'est le respo communication, tu vois. Le mec qui fait les posts sur Facebook ou Instagram. Alors là, pour l'instant c'est encore n'importe quoi. C'est en général les courses qui les font eux-mêmes et c'est très mauvais, hein, c'est médiocre. C'est un rythme de communication complètement aléatoire. C'est des photos sans queue ni tête ou de mauvaise qualité. Voilà. En tout cas, si vous regardez continuellement les pages Facebook des différents trails, vous discernez clairement celles qui sont gérées par un professionnel et celles qui sont gérées par Jean-Jacques, parce que au bureau, c'était celui qui maîtrisait le mieux l'outil informatique. Enfin, voilà, c'est plus amusant qu'autre chose, si tu veux, c'est pas très dérangeant, mais si vous êtes organisateur d'un trail et que vous avez un tant soit peu de budget, franchement, intéressez-vous à ça. À mon avis, c'est la solution pour faire connaître votre trail dans les années prochaines, futures, puisque le flyer papier, les affiches papier vont devenir complètement dépassées, obsolètes, enfin même d'un point de vue écologique, c'est un non-sens. Donc, le responsable communication sur les réseaux sociaux, alors, il y a 2 options. Option 1, il peut sortir d'une école. Je vois par exemple, moi je suis au CESNI Team Trail. Le CESNI c'est une école et ils ont une filière communication digitale. Donc là je sais plus si c'est une licence ou un master, je m'excuse auprès de mes amis qui l'ont passé. Je pense que c'est un master. Mais du coup voilà, eux, tout de suite ils débarquent, ils peuvent gérer une page Facebook, voilà, ils ont tous les rudiments, tu vois, avec eux c'est carré. Après, je pense qu'avec l'expérience, ils feront de mieux en mieux, mais déjà, ils ont une bonne base. Mais on peut aussi s'auto-former. Hein. Maintenant, il faut penser à l'auto-formation. Hein. Tout est sur Internet. Hein. Il suffit de trouver les bonnes formations. Tu vois, une formation, je sais pas, c'est un truc qui va coûter 100 €. T'as un mec qui va parler pendant 5 heures, et ça va résumer 1 an d'école, en fait. Ça, c'est complètement novateur. Hein. Beaucoup de monde ne sont pas du tout au courant. Ça, faut réfléchir un petit peu. Donc, 5e prestataire, le respocom. Moi, je l'appelle le respocom. Tu vois, t'es organisateur, t'as un prestataire respocom, tu sais que ta communication, ça tourne quoi sur les réseaux sociaux. Ça tourne. Après, tu peux lui demander des petits extras, tu vois, tu peux lui demander d'envoyer une newsletter, tu peux lui demander d'interagir directement avec tes photographes vidéastes qui sont aussi des prestataires. Comme ça, c'est lui qui pioche les photos pour le contenu de ta page Facebook. Donc, tu vois, t'externalises tout comme ça quand t'es organisateur. Toi, t'as juste à réceptionner tes coureurs, que ça fasse rentrer des sous dans la caisse, et que ces sous puissent être redistribués à tes prestataires pour assurer une manifestation de qualité. Tu vois, quand t'es coureur et qu'il y a un bon chronométreur, un bon speaker, un bon sonorisateur, qu'il y a une belle vidéo de la course, que les photos de la course sont sympas, toi, t'as forcément passé un bon moment en tant que coureur. Donc, peut-être que t'as payé 30 € pour faire ton trail, mais voilà, tu vois, c'était bien balisé, t'as eu des belles photos après, le speaker était sympa, le chronométreur c'était carré, il y avait un beau live, le sonorisateur c'était super cool, le son était pas trop fort, la musique était bonne, enfin voilà, tu vois. C'est un ensemble de petites choses qui font que tu passes une bonne journée, voilà. Donc tu viens, tu donnes 30 € et tout autour est parfait, tu passes une bonne journée.
Alors, après, on pourrait terminer. Non, pas terminer, parce que j'ai cité l'entraîneur et je vais citer aussi le nutritionniste. Alors ça, moi, c'est un truc que j'aimerais mettre en place. Pour l'instant, je l'avoue, j'ai pas le budget. C'est-à-dire, moi, je paye un entraîneur tous les mois, Patrick Bringer. Enfin, un entraîneur. Des fois, j'ai plus l'impression de payer un bourreau, mais enfin bon. Et donc, je le paye tous les mois pour qu'il me donne mes plans d'entraînement, suivant mes sensations. Je fais un point avec lui, téléphonique, une fois par semaine. Et ce que j'aimerais bien mettre en place plus tard, quand j'aurai un petit peu plus d'argent pour moi, parce que là, tu vois, j'ai démarré mon activité de speaker, donc je ne roule pas sur l'or non plus, c'est que j'aimerais avoir mon entraîneur, et j'aimerais avoir aussi mon nutritionniste. C'est-à-dire que mon entraîneur me donne le plan d'entraînement, et ensuite, avec ce plan d'entraînement, je vais voir mon nutritionniste, et je lui dis, tiens, voilà, ça c'est mon plan d'entraînement, c'est les efforts physiques que je vais faire cette semaine, samedi, dimanche, je suis sur telle course, je vais très peu dormir le samedi, mais un peu plus le dimanche. Je ne sais pas à quoi j'aurai accès au niveau du ravitaillement. Bon, ça, c'est pas un souci. Voilà, maintenant, du lundi au vendredi, j'ai tels entraînements, telle charge de travail. Fais-moi mon plan nutritionnel avec les aliments, la liste d'aliments que je t'ai donnée, qui me correspond, ou du moins qui se trouve chez mon agriculteur, chez ma coopérative. Donc, tu vois, j'aimerais bien venir voir un nutritionniste et lui dire voilà, ça c'est mon plan d'entraînement de la semaine, qu'est-ce que je bouffe. Et donc j'aurais moi-même deux prestataires en fait. J'aurais un prestataire entraîneur et un prestataire nutrition. Donc être entraîneur spécialisé en trail, à mon avis, c'est très intéressant. Si t'es passionné d'entraînement, franchement, il faut pas hésiter à te lancer, à suivre des formations, à te trouver un mentor. Et si t'es passionné de trail mais que bon l'entraînement tu y comprends pas trop, bref, c'est pas trop ton dada, mais par contre putain t'aimes bien, tu vois savoir je mange tel aliment, qu'est-ce qui va se passer, tel aliment qu'est-ce qu'il contient, machin, bah pourquoi pas s'orienter vers un coaching nutritionnel, tu vois. Donc il y a tout plein de métiers comme ça, et j'aimerais terminer ce podcast qui s'est allongé, hein, putain le salaud dis donc il dure, hein. Il dure, dès j'ai soif d'ailleurs. J'aimerais terminer par... donc je parle de l'organisateur qui a tous ses prestataires autour de lui, mais il ne faut pas oublier que dans de rares cas, vous avez carrément l'organisateur qui est payé. Par exemple, à l'UTMB, les organisateurs sont des gens qui se dégagent un salaire avec la manifestation. Alors attention, il ne s'agit pas de crier au scandale, oh là là, ils organisent une course, ils touchent un salaire, c'est dégueulasse. Pour organiser l'UTMB, franchement, c'est un truc qui demande quand même un petit peu d'implication tout au long de l'année. Moi, j'ai organisé une petite grimpée cette année, je reprends l'organisation de la Nivolaire-Revard. Déjà là, je suis en train d'éplucher quelques dossiers, mais c'est monstrueux. Alors là, par contre, c'est 100% bénévole, parce que je voulais pas que la course s'arrête. Le président part, je voulais pas que la course s'arrête, donc je le remplace, mais c'est conséquent, hein, c'est vraiment waouh. Et là, on parle juste d'une course qui attire... entre 1000 et 1400 coureurs suivant les années et qui va de 13 à 50 km. Hein, donc c'est quand même pas... Tu vois, par rapport à d'autres trails, c'est quand même pas un monstre d'organisation. Et bah putain, déjà, il y a pas mal de choses à faire pendant l'année. Alors l'UTMB, j'ose même pas imaginer. Surtout quand tu vois la taille des ravitaillements, tout le suivi qui est mis en place. Enfin, on pourrait y passer des heures à décrypter tout ce qu'il y a. Donc c'est bien normal qu'au bout d'un moment, ces gens-là, ils touchent quelque chose pour, en fait, y consacrer leur année, quoi. Je pense aussi que les organisateurs des Templiers sont professionnels, mais je n'en suis pas certain à 100%. Après, je connais pas tout le monde, hein, non plus. La Maxi Race, je ne sais pas s'ils sont 100% professionnels, mais je le suppose. Après, voilà, je n'en suis pas sûr. Peut-être d'autres organisations qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite, mais voilà. Si tu... Hein, Mathis, toi qui justement fais un stage là au Trail de l'Étendard, voilà, si tu mets un peu les mains dans l'organisation, si tu veux vraiment organiser un gros truc, ou reprendre l'organisation d'un gros truc, mais vraiment un truc monstrueux, un truc qui va te prendre... Tu vois, c'est des heures que tu vas pas compter, hein, dans les semaines. Il y a des semaines tu vas faire 70 heures, des semaines tu vas en faire 20. Mais voilà. On peut aussi, alors ça c'est très rare, on peut aussi être organisateur professionnel de manifestations sportives. Putain, j'ai le hockey, tu vois, je suis devant le Tour de France, il y a Sylvain Chavanel qui est échappé, je suis subjugué là, il avait la plaque dans la bosse là, c'est waouh. Allez, je me concentre. Donc voilà, je t'ai cité 5 prestataires, je t'ai cité aussi l'entraîneur, le nutritionniste, l'organisateur professionnel. Écoute,
Je te laisse piocher, réécouter un petit peu les parties du podcast s'il y a une partie qui t'intéresse plus qu'une autre. Peut-être, et bien sûr que j'ai oublié quelques prestataires, quelques métiers autour du trail. Donc je t'invite à m'en faire part, voilà, à partager tout ça. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour répondre à une question, donc comme toujours, ugo.ferrari@laposte.net, là tu me poses toutes tes questions, même si tu veux m'envoyer une photo de ton cul, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, le mercredi, encore une fois, sur SoundCloud, sur UseGag et puis sur Facebook. Je dis pas face de bouc parce que c'est puni de mort chez moi, j'en peux plus de cette expression. Allez, bonne semaine.